Bonjour à toutes et à tous. Je suis oncologue médical, mais c'est aussi d'autres casquettes que j'ai, puisque je suis fondateur des centres ressources. C'est le centre que vous voyez en image là, centre qui a maintenant essaimé en France, puisqu'il y a 9 centres de ce type-là en France, on va en parler. Donc des centres qui font justement cette éducation vers les patients, qui partagent les connaissances sur comment devenir plus fort face au cancer, comment se prémunir des récidives, comment mieux traverser le cancer. Et puis j'ai une autre casquette, c'est que je suis spécialiste en environnement santé, et puis j'ai fait participer aux premiers ateliers de nutrition en France, les premiers, en 1997 à la Timone. Et donc ça fait bientôt 30 ans que je connais bien l'alimentation et cancer, et je vais vous donner des clés importantes au quotidien, des clés extrêmement simples parfois, et évidemment des clés qui méritent d'être poussées plus loin. On va vraiment s'efforcer, avec quelques vignettes, de vous donner une vue d'ensemble de la situation et de voir à quel point nous ne sommes pas impuissants face au cancer. Une grande idée reçue, c'est de croire que le cancer arrive par hasard ou que c'est génétique. C'est faux dans 85% des cas. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas hérité. Dans 85% des cas, le cancer vient de notre contexte de vie. Les enfants adoptés ont le risque de cancer de leurs parents adoptants et non de leurs parents de naissance. Et on voit que les migrants, on le sait pour le cancer du sein pour les japonaises, on le sait pour les Nigérians qui vont ensuite aux États-Unis. Voilà, les risques de cancer viennent avant tout de notre mode de vie. Et tout de suite des vignettes pour comprendre ça. Un travail récent publié par des chercheurs qui travaillent sur cette question depuis longtemps avec des Afro-Américains et des Africains vivant à la campagne en Afrique du Sud. Alors le taux de cancer du côlon est de 65 pour 100 000 chez les Afro-Américains, alors qu'il est de 5 pour 100 000, donc on est à 10 fois moins, plus de 10 fois moins. On sait que le régime alimentaire occidental est beaucoup plus riche en graisses saturées, pro-inflammatoires, riche en protéines animales, et beaucoup moins de fibres, et de l'autre côté, donc le contraire, au niveau Afrique du Sud. Ça aboutit à des éléments qu'on connaît, c'est-à-dire l'augmentation des acides biliaires, des produits de dégradation qui sont agressifs au niveau du côlon, une alimentation qui est beaucoup moins riche en fibres et du coup en acides gras à chaîne courte, qu'on appelle les butyrates, qui ont un effet anti-cancer, c'est bien connu, reconnu depuis longtemps. Et puis il y a, on le sait aussi, des marqueurs de prolifération au niveau de des cellules digestives. Donc plus les cellules prolifèrent, et plus évidemment elles sont soumises au risque de muter. Les cellules qui sont en train de muter sont plus à risque de muter que les autres. Et donc on est clairement dans une alimentation pro-inflammatoire et qui est pro-cancérigène. Eh bien on a demandé aux patients, aux personnes suivies en Afrique du Sud et aux États-Unis d'inverser leur régime pendant 15 jours. Aux Afriques du Sud, vous mangez américain, les Américains, vous mangez comme l'Afrique du Sud. Ils ont été bien suivis, on a refait les tests, et regardez, je vous traduis bien sûr ces images, mais qu'est-ce qu'on voit sur les courbes, peut-être plus facile à comprendre sur la courbe de droite. On voit ici, au niveau des Afro-Américains, la prolifération qui était là-haut chute complètement, au bout de 15 jours. 15 jours seulement de régime alimentaire différent. Alors que pour les Sud-Africains, c'est le contraire. Et au niveau, et je dois me faire confiance sur ces lectures, eh bien, sur l'immunité anti-inflammatoire et anti-cancéreuse, eh bien, c'est le contraire. Donc, en 15 jours, avec un régime alimentaire modifié complètement, vous obtenez au niveau des cellules intestinales et de la flore microbienne, ce qu'on appelle le microbiote, un changement radical qui aboutit à une prévention ou au contraire une promotion du cancer. Autre exemple, vous prenez ces histoires des Chinoises où il y avait très très peu de cancer dans les années 2000, avant qu'ils s'occidentalisent. Eh bien, lorsqu'elles migrent à Hawaï ou aux États-Unis, à San Francisco, elles ont en 1 à 3 générations autant de cancer que les Américaines. Pareil pour le cancer de prostate, où vous voyez sur ces courbes, cancer de prostate, au Japon, beaucoup moins de cancer de prostate qu'aux États-Unis. Eh bien, lorsque les Japonais, les hommes migrent au Japon ou en Angleterre, ils ont des cancers comme les Occidentaux. Et puis le soja, pour la petite histoire, c'est pas que l'action sur les cancers hormonodépendants, mais vous voyez ici sur des cancers de l'estomac,
pas de soja, un peu de soja, beaucoup de soja, vous voyez qu'il y a une diminution, on le sait, le soja, c'est jusqu'à 8 propriétés anticancéreuses, et encore plus d'impact, vous le voyez ici sur le cancer du sein, la diminution est très nette, pour son effet régulateur hormonal. J'insiste, c'est ce qui fait souvent qu'on entend que soja égale risque de cancer. Non, 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 c'est le contraire, c'est un régulateur hormonal. Et donc par ce biais-là, il est protecteur en termes de cancer du sein notamment, mais vous le voyez, pas que pour le cancer du sein, pour d'autres cancers. Deuxième clé, une alimentation anti-inflammatoire et protectrice des cancers du côlon. Le soja, protecteur des cancers en général, et plus particulièrement des cancers hormonodépendants. Je viens de vous donner déjà 2 clés pour vous dire, oui, l'alimentation peut être protectrice. Un autre exemple, évidemment, les fumeurs, on le sait, sont exposés au risque de cancer du poumon, mais si on retrouve le facteur tabac dans près de 80% des cas de cancer, mais de moins en moins, parce que la pollution automobile est impliquée maintenant, et la pollution en général, mais c'est seulement un fumeur sur 10 qui a un cancer du poumon. Donc ça, c'est important pour retenir que nous ne sommes pas égaux face aux risques liés à la pollution ou à notre mode de vie. Et ça, il faut aussi le repérer, effectivement, il y a une part d'hérédité qui fait que nous sommes ou pas exposés, ou nous sommes plus ou moins forts face à un type de pollution ou à un comportement à risque. Et le message que je veux faire passer par rapport à l'environnement, on prend toujours les choses isolément, on a tendance à dire le tabac est un facteur de risque, mais il faut contextualiser les choses. Regardez ici, cancer les personnes fument, elles ne sont pas exposées à l'amiante, ils ont 10 fois plus de risque de cancer du poumon. Si on est exposé à l'amiante, c'est 5 fois plus. Si on est exposé à l'amiante plus on fume, on est 50 fois plus à risque de cancer du poumon. Et là, vous voyez que l'amiante, rappelez-vous, c'est des micro-particules. Et en fait, ce sont des chevaux de Troie, comme la pollution l'est d'ailleurs, avec toutes ces micro-particules, donc qui jouent ce rôle de cheval de Troie, qui ne sont pas réellement cancérigènes par eux-mêmes, très peu, mais qui transportent les polluants et qui deviennent cancérigènes. Est-ce qu'on peut faire des choses? Et l'alimentation peut-elle être protectrice? Je vais vous donner un exemple à travers les nitrates aussi. Autre exemple, les nitrates qui sont utilisés beaucoup dans la charcuterie, qu'on trouve aussi dans les eaux qui peuvent être polluées. Eh bien, les nitrates en soi ne sont pas dangereux, mais par contre, lorsqu'ils vont être transformés dans l'organisme, à travers notamment le pH, et notamment au niveau des voies urinaires, elles peuvent se transformer en nitrites sous l'impact d'une acidité trop importante. Et ces nitrites, elles sont extrêmement agressives et vont se coupler aux protéines et donner des nitrosamines qui sont cancérigènes. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose vis-à-vis de ça? Ça favorise beaucoup de cancers comme le poumon, on le retrouve dans la fumée du tabac, mais ça se trouve aussi au niveau des voies urinaires, les cancers de vessie par exemple, ou les cancers des voies urinaires. Eh bien, exemple naturel de ce qu'on peut trouver dans notre alimentation, les choux brocolis. C'est aussi la roquette, c'est les radis, c'est la famille des crucifères, mais c'est plus large que ce qu'on croit. Eh bien, cette famille contient ces fameux sulforaphanes qui vont transformer dans l'organisme, se transformer en substances extrêmement intéressantes, qui neutralisent des polluants. Vous le voyez ici, je l'ai marqué, protection des effets génotoxiques pour les hydrocarbures polycycliques, pour les nitrosamines, et d'autres d'ailleurs. Et donc là, une clé intéressante, et on a fait des études. Là, je vous donne une étude de 2021, octobre 2021, toute récente, qui fait le point sur le rôle chimioprotecteur. On dit chimioprotecteur comme si, finalement, dans les aliments, on a des éléments chimiques naturels qui sont protecteurs vis-à-vis du cancer, qui peuvent neutraliser, vous le voyez ici, des cibles, c'est-à-dire l'aflatoxine B1, qui est un champignon qui va contaminer des aliments qui sont mal conservés. Eh bien, ça pourra donner des mycotoxines qui sont cancérigènes, notamment pour le foie. Eh bien, c'est neutralisé par le 3-nol-carbinol. Les hydrocarbures polycycliques, les nitrosamines. Et vous le trouvez donc, comme j'ai dit, choux, brocolis, crucifères, radis. Ils sont très riches en 3-nol-carbinol. Et il y a des études qui ont montré que chez des souris gravides, donc enceintes, on ne dit pas ça pour les animaux, mais enceintes, eh bien, avec du 3-nol-carbinol, parce qu'elles sont nourries avec des brocolis à bonne dose, eh bien, on inhibe la carcinogénèse transplacentaire. On protège les fœtus de la cancérogénicité des produits auxquels les souris sont exposées.
Chez l'être humain, on a trouvé des études, on a fait des études de prévention de cancer, dans le cancer du sein, prostate, mais aussi poumon, voie urinaire. On a des démonstrations. Et évidemment que des compléments alimentaires qui peuvent apporter jusqu'à 500 grammes de brocoli sous forme de gélules vont être des éléments intéressants et importants à utiliser en complément chez des personnes à haut risque. D'autres vignettes. Le vin, vous savez, est riche en polyphénols. Ces polyphénols, le vin rouge notamment, pas les autres, ce vin rouge, c'est intéressant, mais ces polyphénols, si on en prend trop, effectivement, l'alcool va prendre le dessus. Donc ces polyphénols sont protecteurs, ça explique que les études soient discordantes en disant le vin, est-ce que c'est protecteur? Oui, le vin est intéressant en termes de santé, si on en prend un peu. Évidemment, nous ne sommes pas égaux face à l'alcool, mais en gros, retenons le message, un verre de vin rouge pour les femmes, 2 verres pour les hommes, c'est une question de poids, une question de taille de notre foie, notre capacité à métaboliser l'alcool, mais attention, nous ne sommes pas égaux, certains peut-être plutôt un demi-verre, pour d'autres un peu plus. En tout cas, au repas, puisque les polyphénols doivent être absorbés avec des graisses pour être intéressants et être assimilés par l'organisme. Après, il y a cet élément que je vous montre, c'est qu'il y a alcool et alcool. C'est-à-dire que les vins rouges bio, très bien, mais vous voyez sur cette diapositive que si ce sont non bio, le niveau de contamination de l'alcool, du vin, est 5800 fois au-dessus des normes autorisées par rapport à l'eau du robinet. Donc vous vous rendez compte de ce qu'on peut boire dans un verre d'alcool. Il peut y avoir l'alcool, mais aussi bien d'autres choses. Et que je vous ai montré les synergies tout à l'heure des polluants. Il faut y penser. Et donc, allez, bien sûr, c'est un message de plus, allez vers le bio. Rappelez-vous, pour les enfants, une étude de 2005, une recherche de polluants dans le son du cordon ombilical, on trouve 287 polluants. 287 polluants, dont 180 sont reconnus causer des cancers chez l'homme ou l'animal. Donc, sans parler des neurotoxiques, des problèmes de développement fœtal. Évidemment, quand vous êtes enceinte, évidemment, lorsque vous pensez concevoir un enfant, si possible, pendant les 6 mois qui précèdent, une alimentation irréprochable pour être le mieux préparé possible pour concevoir un enfant et durant toute la grossesse. Ces diapos pour montrer à quel point c'est important de manger bio, et même si c'est pas parfait le bio, on le sait bien, c'est toujours mieux que non bio. Et là vous avez des enfants qui mangeaient non bio, on trouve des métabolites toxiques dans les urines, ils mangent bio, regardez, ça diminue, ils remangent pas bio, ça remonte. Voilà, c'est une démonstration en pratique. Évidemment que manger bio est intéressant. Regardez ici des études qui démontraient qu'est-ce qu'on retrouve? Moins de polluants bien sûr, mais aussi beaucoup plus d'antioxydants, de substances protectrices normales. Les aliments n'ont pas eu, les végétaux n'ont pas eu à se défendre contre les polluants, et donc ils sont plus riches, et donc on en profite, et c'est plus protecteur pour nous. Et ça aboutit à ces études récentes qui montraient donc en 2018 que les personnes qui mangent bio ont moins de cancer que les autres. C'est publié dans le JAMA, c'est des études récentes qui confirment l'évidence, mais qu'il faut rappeler parce qu'on n'y pense pas assez. Donc insistons sur le fait que le cancer est une dynamique. Ça veut dire que même à un stade prévention, ici vous êtes quelques cellules, le cancer n'est absolument pas déclaré, il peut rester à l'état latent, c'est ce qu'on appelle l'initiation tumorale. Les graines sont présentes, mais elles n'ont pas pu germer. Par contre, ça aboutit, si ça évolue, à la promotion. Et là, on est dans une phase de promotion où le cancer est dépistable. Il est déjà en développement, la graine a germé. Et bien là encore, on peut éviter de faire la promotion du cancer. J'ai parlé tout à l'heure de donner du soja qui va venir réguler les hormones, par exemple. Éviter l'inflammation pour un cancer du côlon, des polypes. Éviter l'inflammation qui va nourrir ce cancer, son développement. Et puis ici, on est en phase de développement absolu. Ça prolifère. Et donc là, c'est plus compliqué évidemment d'avoir un effet anticancéreux, mais on sera toujours aidant pour la thérapeutique. Un exemple de plus, pollution et exposition donc à la pollution automobile ou au PCB et risque de cancer du sein. Là aussi, une étude publiée en 2007 qui démontre que on est dans des risques 2 à 5 fois plus élevés de risque de cancer du sein chez les femmes exposées à la pollution automobile ou au PCB. Ou ça peut être la pollution tabac. Et là, vous voyez que c'est dans un cas particulier. Ce n'est pas des mutations génétiques, mais c'est 15% des femmes de race blanche, un peu plus chez les femmes de couleur noire. Voilà, chez ces personnes-là, il y a un polymorphisme génétique qui fait que le foie va mal métaboliser la pollution, la rendre plus active, plus toxique,
Et on aboutit à ces conclusions remarquables, parce que ça aboutit à des conclusions qui disent attention, on doit faire attention à la pollution automobile, pollution tout court du tabac, les fumées, et donc pour protéger ces personnes, et en tout cas leur donner des conseils. Et les conseils, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, aider votre foie à dépolluer, et par exemple le brocoli. Il y a un autre message que je veux apporter bien sûr, puisqu'à travers Ressources, je vous l'ai dit, on a développé une stratégie de soutien auprès des patients, une stratégie globale, holistique, et on a publié la première étude en France, où en proposant un accompagnement sur 1 an, un accompagnement structuré, proposant une gestion du stress, alimentation, activité physique, mais aussi une psychothérapie de groupe, on aboutit à une amélioration de la qualité de vie de personnes atteintes de cancer métastatique. Et on obtient une survie assez incroyable pour le groupe que nous avons suivi, d'une centaine de personnes, de 5 ans de survie avec un cancer métastatique, avec une meilleure qualité de vie qu'attendue. Et ce programme-là, il a été démontré que quand on le propose à des femmes en situation de rémission, pour éviter une récidive, regardez, on est à 50% de récidive en moins en proposant ce type de programme. Et vous avez compris que dans ce que j'ai dit, il y a gestion du stress, alimentation, activité physique, autrement dit une hygiène de vie et des clés que tout le monde peut utiliser déjà dès aujourd'hui. Vous pouvez le faire, vous dire je fais 15 minutes de méditation, de gestion du stress, je fais 15 minutes de sport tous les jours, je fais attention à ce que je mange 2 à 3 fois par jour, je fais attention à comment je mange, ce que je mange. Et j'aboutis dans le cancer du sein avec 11 ans de recul, 50% de récidive en moins. Entendez, à l'échelle de la France, si ceci était appliqué, ce type de programme est appliqué après un cancer du sein, et je parle que de cancer du sein, c'est 6000 femmes qui seraient guéries en plus chaque année. Donc des chiffres remarquables, intéressants, et qui ne s'expliquent pas par de la magie, c'est de l'évidence, et démontré depuis longtemps. La psycho-neuro-endocrino-immunologie nous confirme que, évidemment, les gens vont mieux suivre leur traitement, mieux les supporter, mais aussi, ils vont adopter des comportements de santé qui est de moins boire d'alcool, arrêter de fumer, mieux bouger, mieux manger, mieux dormir. Et puis, du coup, aboutir à une gestion du stress et à tout son impact sur l'immunité, l'impact sur la biologie du stress et des rythmes de sécrétion du cortisol, de la mélatonine, des choses essentielles qui interfèrent directement avec notre santé. Un dernier message tellement simple à mettre en œuvre, la vitamine D. Rappelez-vous, on en donnait l'hiver. J'insiste pour dire, je fais une recherche sur PubMed, je tape vitamine D cancer, plus de 11 000 résultats, c'était en 2020, 11 000 résultats. Donc c'est extrêmement documenté. On aboutit à ces schémas compliqués, mais que je vous résume en disant, mais oui, c'est plus qu'une vitamine, d'abord on la fabrique. Alors que les vitamines, on doit les apporter par l'alimentation, eh bien non, la vitamine D, on peut la fabriquer par le soleil. Sachez juste que c'est vrai que l'hiver, il faudra 7 heures d'exposition, quand l'été, ce sera 15 à 30 minutes si on a une peau blanche, le double si on a une peau noire. Avec ça, on fabrique notre quantité de vitamine D tous les jours. Cette vitamine D doit être transportée, ici vous ne le voyez pas, mais avec la vitamine A. Donc c'est complexe parce qu'il faut aussi des cofacteurs, il faut que le foie fonctionne bien, il faut que le rein fonctionne bien, pas manquer de magnésium. Tout ça est une machinerie. Tout ça fonctionne aussi avec ce qu'on appelle le maillon faible. S'il manque quelque chose, ça ne fonctionne pas. Mais la vitamine D, c'est un schéma qui récapitule aussi à quel point c'est important. Vous avez avec ça un effet anticancéreux de terrain remarquable. Si on donnait de la vitamine D à tout le monde, c'est des études de population qui le disent, 10% de cancer en moins. 10%. Et sur le schéma, si vous regardez bien, effet anti-inflammatoire direct, et je ne peux pas éviter de vous dire que rien que la vitamine D a un effet de prévention, c'est 50% de formes graves de Covid en moins. L'immunité anticancéreuse antivirale, l'immunité innée est la même, et la vitamine D est un élément essentiel pour que l'immunité fonctionne. Donc, un message important, des clés, juste des petits messages sur la vitamine D. Quand on a un taux qu'on propose, qu'on se conseille pour l'ostéoporose, c'est bien. On régule 300 gènes de notre corps. Si on va bien au-dessus, à 50, on est à plus de 1000 gènes qui sont régulés. L'été, je vous ai dit, on fabrique en 15-30 minutes, si on a une peau blanche, le double, peau noire, il faut 4000 unités par jour. L'hiver, 7 heures d'exposition, donc il faut prendre un complément l'hiver. Vous n'avez pas le choix. Et par l'alimentation, si vous voulez apporter la quantité de vitamine D nécessaire,
il vous faut manger 80 œufs, 1,5 kg de saumon. Donc vous n'y arriverez pas. Il faut prendre un complément et faire comme nos anciens. Soit c'est l'huile de foie de morue, mais malheureusement elle est polluée, soit vous prenez des compléments sous forme de gouttes ou d'ampoules une fois par mois. Mais apportez en gros 4 unités par jour. Voilà la toxicité, j'insiste pour dire que c'est rarissime. Donc mon message, il est clairement, vous avez vu, il y a quelques clés, impossible d'aller plus loin. Je vous invite à aller voir sur le site de ressources, si vous voulez aller plus loin, vous allez à la section vidéo. Des clés qu'on oublie qui sont tellement simples. Prenez soin de vous, gestion du stress, promenez-vous, activité physique. N'attendez pas d'avoir un ours qui vous court derrière pour enfin vous mettre à bouger. Le sommeil, essentiel. Et puis vous le voyez ensemble. Je vous rappelle que le premier élément déterminant de notre santé, avant le cholestérol, avant l'hypertension, avant le fait de fumer, c'est le fait de ne pas être seul. Étude la plus ancienne au monde menée par Harvard, plus de 80 ans de suivi de population. Le fait de ne pas être seul, ça réduit les risques de cancer. Je vous souhaite une bonne santé à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.